Nombreuses sont les familles qui aspirent à avoir un être dans leur jardin, un enfant. Toi, tu as la chance d'avoir un enfant et tu ne veux pas en prendre soin, tu le jettes dans un caniveau. Elle aussi, elle a envie d'avoir un enfant, sauf que naturellement, elle n'est pas gâtée. Elle veut donc adopter. Et c'est là qu'il y a la croix et la barrière. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce tout le monde qui est capable d'adopter un enfant en Côte d'Ivoire? Quelles sont les conditions à remplir pour que cet enfant, à qui on voudrait donner de l'amour, nous parvienne? Voici l'épreuve à laquelle font face de nombreuses femmes. C'est un chemin semé d'embûches. Et lorsqu'on parle d'embûches, c'est qu'il y a problème. Nous avons posé les questions ici et là, nous nous sommes rendus compte qu'il était important que ce sujet soit une thématique de votre magazine, il y a problème. Oui, je suis donc ici pour dire que une chose est de pouvoir adopter un enfant, une autre chose est de remplir les conditions. Ce n'est pas tout le monde qui adopte un enfant. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il y a problème. Bonsoir. La Pouponnière de Dabou, un établissement emblématique de 74 ans, s'élève tel un phare dans l'obscurité d'un monde parfois impitoyable. Située à seulement quelques kilomètres d'Abidjan, elle offre un refuge à 104 pensionnaires âgés de 3 à 42 ans, chacun porteur d'une histoire singulière, souvent marquée par l'abandon et un besoin profond d'appartenir à une famille. Derrière les murs de cette institution, chaque enfant porte un fardeau émotionnel unique. Des sourires se mêlent à des regards empreints de tristesse, chacun d'eux parlant de rêves brisés, mais aussi d'espoirs tenaces. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont confrontés à des handicaps variés, ce qui complique leur adoption et les laisse souvent à l'écart des regards compatissants. Ici, on a le dortoir des plus petits. C'est-à-dire les enfants sont logés par bâtiment, par âge et par handicap. Vous avez les enfants de 0 à 8 ans ici. Ce groupe-là, c'est le groupe des enfants qui sont un peu plus mobiles. Vous voyez qu'ils sont assis, ils peuvent bouger, ils peuvent s'arrêter, mais c'est tous des enfants qui sont atteints d'une infirmité motrice cérébrale. Ici, donc c'est un peu leur salle de détente. Mais on peut aller dans le bâtiment des plus petits. Voilà, là, vous avez le groupe des infirmes moteurs cérébraux. C'est-à-dire que ça, c'est des enfants qui ne peuvent pas bouger, qui sont carrément dépendants et qui sont atteints d'une infirmité motrice cérébrale. Coucher, ce sont les mamans qui vont leur donner à manger, ce sont les mamans qui vont les laver, ce sont les mamans qui vont s'occuper d'eux. Et ça, c'est des cas de handicap très lourds. Regardez cet enfant qui est couché là-bas, il ne peut même pas bouger, il est tout écarté comme ça, il ne peut pas bouger. Donc voilà le lot de ces enfants-là. À la tête de cette pouponnière, Korotumu Ouattara incarne l'amour maternel. Son rêve inébranlable est de donner à ses enfants l'amour d'une famille qu'ils méritent tant. Chaque jour, elle déploie une énergie sans faille pour créer un environnement où ses enfants se sentent non seulement en sécurité, mais également valorisés. Bon, on a fini le repas et on est seulement avec le dernier enfant qui est en train de manger. Voilà. Vous voyez, ici aussi, on a cette vie de famille qu'on a, c'est-à-dire que les plus grands sont toujours heureux de pouvoir aider leurs frères. C'est ça aussi la pouponnière de Dabou. C'est le grand frère qui donne à manger, mais bien sûr, il donne à manger à ceux pour qui il n'y a pas de difficulté. Mais quand c'est les enfants en situation de dépendance très prononcée, là, ce sont les mamans qui interviennent. Voilà. Bon, ici, c'est les plus grands qui viennent de finir de manger aussi au niveau de leur réfectoire. Véritable flamme dans la nuit, une source de lumière et d'espoir pour ces enfants qui, sans elle, seraient plongés dans l'ombre de l'indifférence. Par sa passion et sa détermination, elle parvient à insuffler une lueur d'espoir qui, bien que fragile, demeure vivante et indestructible. Monsieur Joquebed, voilà, ça c'est un autre cas de réussite. Cet enfant, il ne marchait pas. Et puis, avec la rééducation, aujourd'hui, il arrive à marcher. Ça va? Tu peux me faire un gros bisou à moi?
Ah, c'est un bisou glacé ça. Ok. Alors. Petit monsieur. Alors, nous avons le dortoir des bébés, des tout petits. Et là, c'est un enfant qui a atteint d'un polyhandicap, c'est-à-dire qu'il a une trisomie 21 et il a atteint aussi d'une infirmité motrice cérébrale. Donc, c'est un enfant aussi qui est dépendant. La plupart de ces cas, vous me disiez que ce sont des cas des enfants abandonnés. Ils sont tous abandonnés. Ici, on a tous, c'est des cas d'enfants en situation abandonnés et en situation de handicap. Dû à cause de leur handicap? À cause de leur handicap, ils ont été abandonnés par leur famille. Et il faut noter aussi que c'est des enfants qui viennent bébés hein, et puis qui grandissent ici. Celui-là, il est venu quand il avait à peu près 1 semaine et aujourd'hui, il a 3 ans. C'est quoi la suite générale pour ces enfants? La suite? La suite, c'est leur famille, ils sont ici avec nous. La suite, c'est que pour ces enfants, nous proposons quand même des activités pour les plus grands, c'est-à-dire des activités d'initiation aux activités de formation professionnelle. Pensez à leur réinsertion professionnelle. On a le levage, le maraîcher. Ça, c'est de l'autre côté là-bas. Maintenant, pour ceux que vous avez vus, qui sont atteints d'une infirmité motrice cérébrale, pour ceux-là, c'est surtout le maternage, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, le temps qu'ils sont ici. Pour ces enfants, le chemin vers une famille semble semé d'obstacles insurmontables. Les dossiers administratifs révèlent une réalité douloureuse. Très peu d'adoptions ont eu lieu ces dernières années. Les familles potentielles, souvent effrayées par la complexité des handicaps, hésitent, craignant de ne pas pouvoir faire face aux défis de cette parentalité implique. Joy, 10 ans, la petite fille courageuse de la pouponnière, rêve d'une maman qui lui tiendrait la main, qui l'accompagnerait à l'école et qui serait là pour l'aider à éclore ses rêves. Joy, malgré son handicap au niveau du membre supérieur, trouve dans l'art une échappatoire, un moyen d'exprimer ce que ses mots ne peuvent dire. Avec son innocence, elle s'applique à tracer des lignes et des formes, créant des dessins vibrants et remplis de vie. Ses œuvres sont un reflet de ses rêves et de ses espoirs. Des fleurs colorées, des paysages idylliques et des scènes de famille, comme si elle cherchait à recréer ce qu'elle n'a jamais eu. Alors Joyce est arrivée un matin, elle avait 1 semaine. Elle a été retrouvée abandonnée au CHU de Yopougon, au CHU de Yopougon. Et elle est arrivée à 1 semaine. Vraiment, c'était un bébé. Et on a constaté donc la malformation au niveau des membres supérieurs. Elle a évolué très rapidement et avec le temps, on s'est rendu compte que c'était seulement le seul handicap, c'est-à-dire la malformation au niveau des membres supérieurs. Puisqu'elle réagissait bien au niveau des différentes étapes, c'est-à-dire depuis la marche assise, les 4 pattes jusqu'à la marche, tout s'est passé normalement. La parole aussi est arrivée normalement. Et ce qui nous a vraiment fait un déclic, on a vu qu'elle, avec les pieds, elle était très habile. C'est-à-dire qu'elle arrivait à se brosser les dents seule, à manger seule, oui, à manger seule. Et maintenant même, elle essaie de porter ses habits toute seule. Elle n'y arrive pas encore, mais elle veut le faire. Et elle veut vraiment être autonome. Et voilà qu'à 2-3 ans, on a retrouvé Joyce en train de gribouiller avec les éducateurs. On s'est dit, mais tiens, elle tient le stylo et elle arrive à faire des formes. Et c'est comme ça que c'est parti. Et tout de suite, elle s'est mise à la peinture et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Joyce se rapproche plus des critères d'adoption. Oui, elle se rapproche plus des critères d'adoption parce que Joyce, comme je le disais tantôt, n'a seulement que pour seul handicap la malformation au niveau des membres supérieurs. Nous n'avons que ça. Il n'y a pas de handicap au niveau psychique, il n'y a pas de handicap véritablement au niveau physique, sauf les membres supérieurs qui, malheureusement, n'existent pas. Donc, elle évolue très bien. Elle peut même aller dans une école primaire normale et puis travailler avec ses pieds, écrire avec ses pieds. Donc, elle n'a aucun problème. Un jour, une famille américaine visite la pouponnière, cherchant à adopter un enfant. Ils s'arrêtent devant les dessins de Joyce,
fascinés par la richesse et son imagination et la douceur qui émane de ses créations. Leur regard se croise avec celui de la petite fille et dans ses yeux, ils lisent une profonde soif d'amour et de tendresse. Ils sont touchés par son courage, sa capacité à dessiner un avenir radieux malgré les difficultés qu'elle rencontre chaque jour. On souhaiterait donner cette chance à Joyce qui va vraiment pouvoir bien évoluer dans une famille sans problème, qui va pouvoir suivre un cursus scolaire normal parce qu'elle réagit bien, elle connaît les formes, les couleurs et elle écrit même avec ses pieds, avec les éducateurs, en dehors de la peinture. Donc notre souhait et notre rêve aujourd'hui, c'est vraiment l'adoption. On sait déjà que les procédures d'adoption en Côte d'Ivoire sont complexes parce qu'il y a pas mal de critères à remplir, pas mal de critères, mais avec les enfants en situation de handicap, c'est 2 fois plus difficile, n'est-ce pas? Oui, l'adoption n'est pas fermée au niveau de la pouponnière de Dabo. On ne dit pas que c'est parce qu'ils sont en situation de handicap qu'ils ne peuvent pas participer ou alors être adoptés. Mais bon, s'il y a des demandeurs qui vont dans le sens du critère de nos enfants, mais je pense qu'on pourra forcément les proposer au niveau de l'adoption. Pour Joyce, l'art devient un pont vers l'espoir. Les dessins qu'elle crée, petits fragments de son âme, ont ouvert une porte qu'elle croyait fermée à jamais. Un jour, elle saura que ses rêves ont été entendus. Grâce à sa passion et sa résilience, elle va enfin trouver la famille qu'elle a toujours désirée, celle qui l'acceptera, la nourrira et l'aidera à grandir. Odile Pohan, psychologue et sociologue de renom, observe la situation des enfants en institution sous un angle différent. Spécialiste du développement de l'enfant et des questions sociétales, elle a consacré une grande partie de sa carrière à comprendre les dynamiques familiales, sociales et les mécanismes d'adoption dans le contexte ivoirien. Pour elle, l'adoption n'est pas seulement une démarche administrative, mais une question profondément culturelle et sociale, enracinée dans des perceptions et des réalités complexes. Il y a 2 histoires. Il y a une famille qui a de l'amour à donner, qui n'a pas fait ou qui n'a plus d'enfant si l'enfant est décédé. Et puis il y a un enfant qui a besoin d'une famille pour pouvoir se sentir mieux. Donc c'est 2 personnes qui vont se rendre service mutuellement. Et donc non, moi je pense surtout que vivre dans le mensonge, parce que quand on adopte, il y a toujours des témoins. Moi j'ai fait 5 adoptions et on a dit aux enfants, oui, c'est comme ça. Parce que des psychologues ont dit même qu'il faut dire à l'enfant qu'il a adopté avant 3 ans, avant d'aller à la maternelle. Vous voyez déjà, l'enfant va, il commence à... Il y en a qui vous diront non, il faut attendre. Mais quoi qu'on dise, il faudrait un jour qu'on lui dise qu'il a été adopté. Maintenant, c'est un peu comme s'il y avait un peu de pudeur. Ceux qui adoptent parfois font croire que c'est leur propre enfant. Et ils ne veulent pas que les gens le sachent. Donc, moi, je leur dis tout le temps, et si un jour quelqu'un venait et sans préparer l'enfant lui disait, tu penses que ce sont tes parents? Donc non, adopter n'est pas un délit. Adopter, c'est offrir une famille. Adopter, c'est se montrer bienveillant avec quelqu'un. Mais ce n'est pas facile. La législation ivoirienne impose plusieurs conditions pour qu'un couple ou une personne puisse adopter. Tout d'abord, les candidats doivent être mariés légalement depuis au moins 5 ans. Une exigence qui reflète l'importance de la stabilité matrimoniale dans le cadre de l'adoption. Le mariage est perçu comme un gage de sécurité affective et financière pour l'enfant. Mais cette condition exclut de facto des familles monoparentales, pourtant autorisées à adopter, dans d'autres pays en Afrique comme ailleurs. La Côte d'Ivoire n'est pas encore prête pour la famille homoparentale. Mais sinon, une mère célibataire, une mère ceci, les familles monoparentales, on les éduque. Mais la Côte d'Ivoire dit que je donne plus de chance à une famille, j'ai envie de dire normale, où il y a le père, la figure paternelle, la figure maternelle. Au moins, ça, on est capable de choisir où on veut mettre son enfant. Donc, c'est important de le dire. Et surtout, c'est important de ne pas avoir le fait de dire « Ah, c'est parce que c'est ceci, c'est cela ». Même quand ils sont mariés, parfois on dit qu'il faut 5 ans. Quand ils sont mariés légalement. Donc, ce sont
ce qu'il y a dans les tests et libre à vous de comprendre qu'il faut les respecter parce qu'on veut donner plus de chance à un enfant d'avoir une famille où il y a la figure paternelle, la figure maternelle. La complexité de ces critères, bien qu'étant en partie justifiée par la volonté de protéger l'enfant, crée un fossé entre les attentes des familles et la réalité juridique, dans un contexte où des milliers d'enfants grandissent en institution, privés de l'affection et du soutien d'une famille. Cette procédure rigide soulève des questions sur l'équilibre entre les protections juridiques et l'urgence de trouver des solutions pour ces enfants. La procédure est tellement dure qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants dans les pouponnières, partout. Il y en a qui viennent pour dire que... Il y en a même qui sont passés par moi pour dire, Madame Point, est-ce que vous pourrez... J'ai dit non, il y a quand même une démarche, il faut la respecter. Parce que si vous vous mettez dans une démarche qui ne respecte pas, si demain l'enfant a un problème, vous allez vous trouver dans une situation à régler ce qui n'était pas normal. Et donc, il faut suivre cela, il faut que l'intérêt... C'est vrai, quand vous le dites, les enfants sont nombreux à chercher une adoption, mais l'État également a vu certaines situations où des enfants n'ont pas été dans les conditions les meilleures. Et donc, il faut... C'est pour ça que j'ai dit, il faut toujours voir l'intérêt supérieur de l'enfant. Quand vous voyez les avocats qui vont vous dire que non, il faut toujours voir protéger l'enfant. L'adoption légale est perçue comme une pratique occidentale, parfois suspecte. Le lien biologique reste extrêmement important et les familles ont tendance à se tourner vers des solutions alternatives, comme la prise en charge des enfants par des proches, sans formaliser leur adoption. Élodie et son mari avaient nourri pendant des mois l'espoir d'agrandir leur famille par l'adoption. Ils rêvaient de prendre sous leur aile un enfant de l'une des pouponnières d'Abidjan. Un enfant en attente d'une famille. Leur cœur était rempli de bonnes intentions, mais la réalité de l'adoption en Côte d'Ivoire se révéla bien plus complexe qu'ils ne l'avaient imaginé. C'était vraiment difficile. Les autorités ne nous rendaient pas la tâche assez facile. Nous sommes passés de pouponnière en pouponnière. En tout cas, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on devait faire, mais ça n'a pas donné. Ils nous ont demandé beaucoup de choses, beaucoup de conditions. Nous avons rempli des formulaires. En tout cas, on a fait beaucoup de choses. C'était quoi ces conditions? C'était un certificat de stérilité, un bulletin de travail et un casier judiciaire. Nous avons rempli toutes les formalités, mais on n'a pas eu gain de cause, il n'y a pas eu de suite. Vous avez commencé la procédure? Bien avant qu'on se marie, on a essayé. On a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Après le mariage, on a essayé encore. Voilà, ça n'a pas marché. On fait la deuxième fois maintenant. Dès le début, ils furent confrontés à un dédale administratif. Les rendez-vous à la direction de la protection de l'enfance étaient émaillés de délais interminables et de demandes incessantes de documents supplémentaires. Chaque formulaire semblait non conforme, chaque étape, une nouvelle bataille. Les réponses étaient floues, les délais incertains, et à chaque visite, ils se retrouvaient face à une nouvelle règle, de nouveaux obstacles. L'amour et la volonté de fonder une famille se heurtaient sans cesse à un système bureaucratique difficile à naviguer. Avant même que je me marie en tant que femme célibataire, j'ai essayé d'adopter. En tout cas, j'ai prouvé que je pouvais, j'ai tous les moyens pour m'occuper d'un enfant. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Bon, ils ont demandé à ce que je sois mariée. C'est vraiment décevant parce que dans certains pays, c'est plus facile d'adopter, même étant célibataire, c'est plus facile d'adopter. Moi, j'ai des connaissances qui sont dans d'autres pays, à l'extérieur du pays, qui ont adopté facilement et qui s'occupent très bien de leurs enfants aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas pourquoi ici, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile, il y a beaucoup de conditions à réunir. Bon, tu réunis les conditions aussi, il n'y a pas de suite. Vous pensez que c'est un critère à revoir? Oui. C'est un critère à revoir parce que c'est vraiment pas, c'est pas bien.
Chaque visite à la pouponnière, autrefois porteuse d'espoir, devenait plus amère. Élodie voyait des enfants, des sourires, mais aussi des regards de tristesse. Elle réalisait qu'au-delà de la procédure, ses enfants attendaient eux aussi une famille, mais les obstacles administratifs se multipliaient et l'espoir de concrétiser leurs rêves s'amenuisait. Je me sens vraiment triste parce que la maison est vide, il n'y a pas d'enfants. Je voulais vraiment avoir ce bébé, mon mari aussi. Nous avons tout fait, vraiment, c'est triste parce qu'on remplissait toutes les conditions pour adopter. On a les moyens aussi pour s'en occuper. Voilà, donc, je ne sais pas pourquoi les choses sont rendues assez difficiles pour nous. On a tout fait. C'est vraiment, vraiment triste. Il n'y a pas d'enfants à la maison. C'est vraiment triste. Après plusieurs mois de démarches, le couple épuisé commença à douter. Ils avaient investi du temps, de l'énergie et de l'argent, mais la réalité administrative ne leur permettait pas d'avancer. Ils n'étaient pas seuls. De nombreux autres couples se retrouvaient dans cette impasse, accablés par une procédure complexe et décourageante. Le manque de transparence et les changements imprévus de politique les laissaient désillusionnés. En Côte d'Ivoire, l'abandon des enfants et la stigmatisation culturelle autour de la parentalité font du pays l'un des plus grands pourvoyeurs d'enfants à l'adoption. Les difficultés économiques, les pressions sociales et les tabous liés à l'enfant hors mariage ou aux naissances non désirées poussent de nombreuses familles à laisser leurs enfants dans des pouponnières ou orphelinats. À la pouponnière d'Adjamé, on se retrouve ainsi à accueillir de nombreux enfants en attendant des familles adoptives. Madoché qui va en Italie. Tiras Dubon qui va en Espagne. Eva Leslie va en Espagne aussi. Il y a Nathan, voilà. Nathan aussi qui va en Espagne. Actuellement, on a 3 enfants qui vont en Espagne et un enfant en Italie. Ils sont préparés. Ils sont déjà préparés, les parents sont déjà venus, mais je crois que c'est à la fin de ce mois qu'ils vont définitivement le temps de faire leur passeport. Pour vous, c'est un sentiment de fierté de voir des enfants partir? Oui, parce qu'un enfant il doit être dans une famille. La première option de l'adoption, il faut que l'enfant soit dans une famille. Ici, ils sont en groupe. Les mamans n'ont pas assez de temps pour leur apporter beaucoup d'amour. Alors qu'en famille, c'est une famille réduite. Ils auront plus le temps d'apporter beaucoup de choses à cet enfant. Moi, ma fierté, c'est qu'un enfant soit dans une famille. Pas laisser les enfants pour compte. De 2010 à 2023, la pouponnière d'Adjamé a proposé à l'adoption un total de 367 enfants. Cette statistique révèle une réalité complexe. Bien que la demande nationale d'adoption soit importante, le système reste profondément marqué par des critères rigides et des délais administratifs interminables, rendant l'adoption encore difficile, même pour les familles locales. Les raisons de cet écart entre l'offre, c'est-à-dire les enfants disponibles, et la demande, les familles adoptantes sont multiples. Ici, c'est la plus petite pouponnière de Côte d'Ivoire. On a une capacité d'accueil de 50 lits, mais il arrive qu'on a 80 enfants. Mais Dieu merci, comme il y a les commissions d'adoption, ça désengorge un peu. Aujourd'hui, nous sommes à 56 enfants, c'est-à-dire il y a 6 enfants en plus. On fait avec. En moyenne par année? En moyenne par année, au niveau de la pouponnière, c'est 20, 18, ça dépend des périodes. 18, 20 enfants, 40 ou plus 40 enfants qui sortent de la pouponnière d'Adjamé. Pour vous, c'est un bon ratio, c'est un bon chiffre? Oui, pour nous, c'est un bon chiffre. Pour nous, c'est un très bon chiffre. Et dans les commissions, on a toujours la pouponnière procure plus d'enfants que les autres pouponnières. Donc ça, c'est notre fierté. Ainsi, pour de nombreux enfants, l'attente d'une famille reste un long parcours semé d'embûches. La pouponnière d'Adjamé, tout comme d'autres structures similaires à travers le pays, joue un rôle crucial dans l'hébergement et la prise en charge de ces enfants, mais le processus d'adoption reste un chemin complexe où l'amour et la volonté de fonder une famille se heurtent souvent à des réalités administratives et sociales.
L'adoption est un sujet qui mérite qu'on en parle en toute transparence. Parce que adopter un enfant, c'est démontrer une fois de plus à cet être-là combien de fois nous l'aimons. L'adoption, ce sont des actes qu'on pose par amour. Quand Dieu fait grâce à une femme qui enfante et qui, par irresponsabilité, par manque d'humanisme, jette cet enfant dans un caniveau, ou il peut arriver une tragédie qu'une femme perde la vie en donnant vie donc à un être humain. Alors, quand on veut adopter, on se retrouve confronté à beaucoup de difficultés. Pourquoi? Pour en savoir davantage, l'équipe de production, après ce reportage, a donc décidé que nous fassions donc le tour de table de cette question. Elle est essentielle, elle est importante, parce que beaucoup de femmes en souffrent. J'ai ici M. Brou Gaël. Vous êtes sociologue? Psychologue, c'est comme on dit. Ok, d'accord. En face de vous, je ne dirais même pas en face, parce que ici, c'est vrai que l'objectif, c'est d'avoir des débats contradictoires pour que le téléspectateur puisse apprécier à sa juste valeur ce que nous disons. Nous avons donc M. Issa Koné. Vous êtes de l'ACACI. C'est ça. Qu'est-ce que c'est l'ACACI? L'ACACI, c'est l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire. C'est donc une autorité qui a été mise en place par l'État de Côte d'Ivoire suite donc à la ratification de la Convention de la 93 sur la protection de l'enfant et la coopération internationale en matière d'adoption. Donc c'est donc la structure, l'organisme qui est en charge de suivre, évaluer la politique gouvernementale en matière d'adoption. Vous êtes donc l'homme qu'il nous faut. Comme le disent les Anglais, you the right man at the right place. Je pense bien. Voilà. Alors, première question, pouvez-vous nous décrire brièvement le processus d'adoption en Côte d'Ivoire? Bien, alors pour répondre à votre question, il est important pour moi de préciser que la question de l'adoption est régie par la loi 2019-987 du 27 novembre 2019. Au regard donc des dispositions de cette loi, nous avons deux cas de figure pour s'agissant des procédures d'adoption. Il y a donc le premier cas de figure, c'est concernant les enfants dits pupilles de l'État, des enfants abandonnés qu'on retrouve généralement dans les pouponnières. Pour ces enfants, le requérant, c'est-à-dire la personne qui veut donc adopter l'enfant, va s'adresser en premier lieu à l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire. Et donc, quand il va arriver à l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire, il y a un ensemble de documentations qui vont lui être donc demandées à ce requérant pour donc constituer son dossier. À la suite donc de cette première étape, nous allons voir ce qu'on appelle la commission de placement familial. Donc, cette commission de placement familial va aboutir à l'apparentement, je précise parce que c'est très important, je n'ai pas parlé d'adoption d'abord, à l'apparentement de ces familles-là avec des enfants qu'on appelle pupilles de l'État, des enfants qui sont dans les pouponnières, des enfants abandonnés dans l'isolement. Et ça, c'est le premier cas de figure. Et quand ceux-là sont apparentés, ils vont ensuite au tribunal pour le prononcé de l'adoption. Parce que je précise que la même loi que j'ai citée dit que l'adoption est une décision de justice. Donc, au niveau de l'autorité centrale pour l'adoption en Côte d'Ivoire, on ne fera que l'apparentement, s'agissant bien entendu de ce premier cas de figure qui concerne les enfants dits pupilles de l'État. Le deuxième cas de figure, c'est dans le cas des enfants dont la filiation est connue. Par exemple, John Dieu va adopter son neveu, John Dieu va adopter sa nièce, John Dieu va adopter peut-être l'enfant d'un de ses amis. La loi le permet, ça s'appelle l'intrafamilial. Dans ce cas de figure, M. John Dieu se rend donc au tribunal. Et au tribunal, il va y avoir ce qu'on appelle le jugement avant dire droit. Et à la suite de ce jugement avant dire droit, le tribunal va requérir de l'ACACI, à travers donc une expédition, la production de ce qu'on appelle l'enquête sociale. Et quand l'ACACI produit cette enquête sociale, elle transmet cette enquête sociale donc au tribunal où, n'est-ce pas, le prononcé du jugement avant dire droit a été fait et la décision est donc prononcée. Il est important de rappeler qu'en plus de ces deux points, quand il s'agit d'adoption internationale, au regard donc de l'article 31 de la loi de 2019 portant sur l'adoption, l'ACACI doit être saisie préalablement quand il s'agit d'une adoption internationale avant donc la saisine donc de la justice. Voici donc décrit brièvement le processus d'adoption en Côte d'Ivoire. Monsieur Bourguel, vous venez d'écouter donc Monsieur Issa Koné. Vous avez quelques commentaires? Je dirais oui, j'ai quelques commentaires. Allez-y. Le processus il est très intéressant, mais dans tout état de cause, je n'ai pas entendu le volet psychologique. Voilà, c'est-à-dire comment préparer la famille qui va recevoir cet individu à accueillir même cet individu.
question de la préparation des familles, bien entendu, vous avez vu que mon argumentaire a été appuyé, n'est-ce pas, sur la loi de 2019. D'accord. Effectivement, quand les personnes désireuses d'adopter viennent donc déposer leur dossier, nous avons toute cette partie qui concerne la préparation des familles. Il y a même une évaluation. L'enquête sociale, c'est ça. On se rend au domicile de la famille, on échange avec la famille, on dresse un rapport et on essaie de comprendre véritablement qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'il est vraiment psychologue, il sait de quoi je parle. Parce que quand j'ai parlé d'apparentement, l'apparentement c'est différent de l'adoption parce qu'on va trouver un enfant qui correspond à une famille. On ne va pas trouver une famille qui correspond à un enfant. C'est très important, il faut voir la nuance. Ça veut dire qu'il y a toute cette évaluation qui est faite, il y a l'enquête sociale qui est faite, il y a l'évaluation qui est faite et après, on émet un avis. Puisque, comme je l'ai dit, il y a les deux cas et il y a la préparation des familles. Il y a même le suivi post-adoption parce qu'après, quand l'enfant va dans la famille, il y a des familles qui n'ont pas d'expérience en matière de parentalité. Il faut les accompagner, il faut les soutenir, il faut être avec ces familles. Donc, ça, je l'ai dit, j'ai vraiment appuyé mon argumentaire sur le volet juridique, mais dans le déroulé opérationnel et technique de la chose, il y a cette approche multisectorielle-là qu'on n'évite pas parce que la question de l'adoption, c'est une question de protection de l'enfance. Et vous ne pouvez pas parler de protection de l'enfance si vous n'avez pas ce volet psychologique et psychosocial aussi à aborder. La question que je vais poser maintenant, elle s'adresse à vous deux. La plupart des téléspectateurs qui nous ont interpellés, pour que nous puissions donc porter un choix sur cette thématique, disent que c'est une vue d'esprit, adopter un enfant en Côte d'Ivoire, parce que dans la pratique, c'est un parcours de combattant, que ce n'est pas évident qu'on ait accès. Donc eux, ils auraient souhaité qu'on puisse en débattre pour qu'ils comprennent une fois pour toutes. Est-ce que c'est tout le monde qui peut adopter? Comment on fait pour adopter? Ça va prendre combien de temps? Je pense que les dispositions de la loi sont claires. Ouais, une loi, c'est fait pour ordonner, c'est fait pour organiser, c'est fait pour structurer. Si tout le monde pouvait adopter, on serait dans une pétrolière. C'est très important. Voilà pourquoi vous avez vu, il m'a interpellé sur la question d'évaluation des familles. Tout le monde ne peut pas adopter. Ça, c'est clair. Je pense que la loi, on pourra rentrer là-dedans. Et ce n'est pas la croix et la bannière pour adopter en Côte d'Ivoire. Pour adopter en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, il suffit simplement d'avoir l'information, la bonne information. C'est laquelle? L'information, la bonne information, c'est de se rendre dans un tribunal, du ressort de là où vous habitez, ou bien vous vous rendez simplement auprès d'une structure de l'action sociale, une direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, pour avoir toutes les informations relatives à la matière. Et il y a même des organisations de la société civile, parce que nous travaillons avec l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, qui a des cliniques juridiques implantées un peu partout, où aussi également les populations peuvent avoir accès à l'information. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas rester ce soir et dire c'est la croix et la bannière pour adopter en Côte d'Ivoire. Parce que ces personnes ont entrepris ces démarches. Oui, mais nous, en tant qu'autorité, on a besoin de s'entourer d'un certain nombre de garanties procédurales avant de nous engager dans quelque chose. Si John Jay vient me dire, voilà, je vais adopter mon neveu, je dois m'assurer qu'effectivement c'est votre neveu. Et cela s'appuie sur une documentation, cela s'appuie sur une évaluation, cela s'appuie sur des enquêtes. C'est précis. Parce que même si nous, au niveau de l'autorité administrative, nous faisons notre travail, le juge ne va pas prononcer une décision d'adoption s'il n'a pas tous les contours, il n'a pas tous les éléments lui permettant de pouvoir aller dans ce sens. C'est aussi ça la responsabilité. Je pense que la loi est là pour ordonner, la loi est là pour structurer, la loi est là pour organiser, et nous fonctionnons à partir de procédures, bien entendu, qui sont inscrites dans nos instruments juridiques au niveau national, la loi de 2009, mais aussi, n'oubliez pas que nous appuyons sur la loi sur la minorité, la loi qui protège véritablement les enfants en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire aussi est à partir d'instruments juridiques internationaux qui nous imposent un certain nombre de choses avant de pouvoir nous engager. Donc, vous voyez, il est vraiment très simple aujourd'hui de salir l'image d'un pays à travers ces questions de protection de l'enfance. Donc, nous, en tant qu'autorité, nous nous entourons des garanties procédurales. Nous nous assurons que le travail que nous faisons est fait avec minutie, avec qualité, avec également efficacité, pour que, véritablement, on ne puisse pas indexer la Côte d'Ivoire comme un État qui ne respecte pas ses engagements. Donc, je comprends les populations parfois, quand elles trouvent les procédures lentes, mais il y a plusieurs autorités administratives et judiciaires qui interviennent. Et comme je l'ai dit, la loi vraiment nous impose un certain nombre de choses sur lesquelles nous devons véritablement nous aligner, de sorte à ce que les décisions que nous allons prendre puissent véritablement correspondre à l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est important. L'intérêt supérieur de l'enfant. Et ça, quand on n'est pas véritablement rassuré de ces choses, vous voyez qu'il nous faut prendre du temps pour analyser. Et l'analyse peut prendre du temps, mais
comme je l'ai dit, on ne veut vraiment pas se tromper en prenant des décisions. Il s'agit de décider de la vie d'un individu. Ça, c'est très important. Surtout un enfant. D'accord, je dirais qu'il a vraiment bien détaillé avec toute cette procédure, tout ce qu'il faut connaître. Mais pas un commentaire en tant que tel, c'est une question que je voulais lui poser voilà, avant de me prononcer là-dessus. Est-ce que la procédure, la durée est la même pour une adoption plénière et une adoption simple? Alors, comme je l'ai dit, quand on est dans le domaine de la protection de l'enfance, on fait toujours du cas par cas. Monsieur John Jay peut m'envoyer un dossier. Le dossier peut être bien complet, lisible. L'évaluation démontre pleinement que cette famille-là a les capacités, a les aptitudes pour pouvoir accompagner cet enfant-là à se développer dans un environnement aimant. Ça démontre cela. Vous verrez que rapidement, les choses vont se faire. Mais je reçois un autre dossier où il y a beaucoup d'incongruités, où il y a beaucoup de zones d'ombre, où il y a beaucoup de faiblesses, où moi-même j'ai besoin de relire et de lire pour pouvoir comprendre, n'est-ce pas, quelle est l'interaction véritable qui va engager ma signature en donnant une approbation pour que cet enfant-là puisse être placé en adoption. Vous voyez que, comme je l'ai dit, en tant qu'autorité, je vais réfléchir par 1000 fois. Donc, quand on est dans ce domaine, c'est toujours le cas par cas. Parce que quand vous êtes investi d'une mission publique, il vous faut prendre, comme je l'ai dit, les garanties procédurales. Être vraiment strict sur vos décisions, être méticuleux, faire preuve de minutie. Ça, j'insiste là-dessus. Parce que parfois, les parents ne comprennent pas ça. Pourquoi est-ce que c'est lent? Pourquoi est-ce que depuis que j'ai déposé mon dossier, je ne comprends pas? Mais je ne peux pas apposer ma signature quand je ne comprends pas quelque chose. Parce que d'un point de vue administratif, on est tous tenus par quelque chose, on a tous un certain nombre de responsabilités, on a besoin de comprendre, on a besoin d'avoir, comme je dis, une appréciation assez éclairée. Parce que nous, il nous arrive ici de consulter des psychologues sur des dossiers. Parce que le parent, parfois, quand vous arrivez, écoute, parce que pour certains, tout est beau. Vous venez m'évaluer chez moi, je vais vous présenter tout ce qui est beau. Mais le psychologue peut aller au-delà du visu et me dire si cette famille-là a les aptitudes d'un point de vue psychologique pour pouvoir encadrer cet enfant. Si cette famille-là dispose de ce qu'on appelle les fondamentaux pour pouvoir accompagner cet enfant-là à grandir. Parce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, vous voyez, si on rentre dans le temps... Ce n'est vraiment pas la croix et la bannière, mais sauf que oui, vous êtes beaucoup soucieux du bien-être de l'enfant. On va revenir sur certains éléments qui nous ont été rapportés, sur lesquels je voudrais que vous pensiez. Mais je voudrais quand même lui, en tant que psychologue, on devrait avoir des adoptants ici, sur ce plateau, pour qu'ils nous expliquent exactement ce à quoi ils font face dans les différentes procédures dans lesquelles ils se sont lancés. Malheureusement, on n'a pas pu les convaincre. Mais j'ai eu dire comme ça que ce sont des choses qui sont mal vues dans notre société. Parce que généralement, on ne les accepte pas. On dit non, comment on souhaiterait que tu puisses faire un enfant. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, c'est pour mettre au monde un enfant. Si tu n'as pas pu le faire, tu es mal vu par la société. Et donc des femmes ont refusé de venir ici sur ce plateau. Est-ce que cela ne peut pas avoir un impact négatif? Est-ce que cela ne peut pas les dévaster, les détruire totalement? Dès l'instant où la société porte un regard sur toi alors que tu n'as qu'une seule volonté, pouvoir donner de l'amour à un être humain. Donc déjà, ayant fait le choix de vivre selon la société, tu te fais un blocage. Comment briser ce mur de méfiance? D'accord. Dès l'entame de l'émission, je pense que l'expert dans le domaine a dit que l'adoption était un peu perçue comme, je dirais, un sujet même tabou ici en Côte d'Ivoire. Déjà, il faut comprendre que la vie, la société nous offre des opportunités que nous-mêmes nous ne comprenons pas souvent. Dans le domaine de l'adoption, nous avons une certaine réflexion sur soi-même. Déjà, lorsque je m'engage à aller vers une structure pour adopter un enfant, comment est-ce que mon entourage me voit en tant que femme? Parce que en Côte d'Ivoire, nous avons un grand respect pour notre culture. Et vous l'avez dit, une femme qui est en couple avec un homme, normalement, la finalité, c'est d'avoir des enfants. Même si d'autres prennent comme excuse, l'enfant ne fait pas le bonheur. Mais en Côte d'Ivoire, on nous dit la finalité, c'est d'avoir des enfants. Donc déjà, ces personnes-là vont cultiver une certaine stigmatisation sociale
qui vont les entraîner dans un repli sur soi. Donc du coup, faire la lumière sur leurs besoins devient, je dirais, une enclave même à leur mentalité, à leur perception. Voilà. Donc c'est de dire à ces personnes-là que faire un pas vers un besoin dont on sait que ce besoin est nécessaire, peut être bénéfique dans notre vie, c'est de mettre un ruban noir, je dirais, sur les dits de la société. Parce que la société en elle-même souhaiterait que certaines familles qui n'ont pas d'enfants viennent vers des structures comme des pouponnières et autres pour adopter des enfants. Ces enfants ont besoin d'affection. Or, toi, tu as de l'affection en toi. Sur qui tu vas déverser ces affections-là? Il faut aller vers ces enfants qui en ont besoin. Mais aussi, avant d'aller vers ces enfants, il faudrait que la famille puisse comprendre qu'on ne va pas prendre un enfant pour juste un plaisir, juste pour montrer aux yeux des autres qu'on a les moyens, on a la capacité de gérer. Mais il faut aller parce que tu penses que ce acte que tu veux poser, c'est un acte d'abord humain et c'est un acte qui peut répondre à toi, tes besoins. Il a dit dans ses propos, on ne choisit pas une famille pour un enfant, mais on choisit un enfant qui peut correspondre à une famille. Cela dit qu'il y a des critères sur lesquels il faut se baser pour aller faire une adoption. Et pour ajouter, je dirais également que l'adoption, en quelque sorte, est un peu marginalisée. C'est marginalisé. Et des facteurs tels que, je dirais, la perception de soi influent beaucoup sur notre personnalité. Comment je vois la chose? Cet enfant qui vient, c'est une question qu'on se pose souvent. Lorsque je lui ai demandé si c'était dans le cadre d'une adoption plénière ou bien simple, l'adoption plénière qui donne l'autorité même, je dirais, parentale à la famille adoptive. Voilà. Parce que là, c'est tellement... c'est pas réversible en fait. L'enfant va, on peut changer son nom, tout ça, et tu vois que ton enfant, par exemple la famille qui allait déposer son enfant, je ne prends pas dans le cas de l'abandon, mais pour une famille qui peut-être a des difficultés financières, qui a des problèmes au niveau mental et qui envoie son enfant quelque part, et une autre famille va venir prendre l'enfant, et cet enfant sera détaché définitivement de cette famille. Ça crée aussi je peux dire, des nuances au niveau même de la cession. Mais dans le cas de l'adoption simple, je me dis que c'est une attente. Voilà. Donc on peut s'entendre pour que mon enfant puisse venir chez toi pour avoir une meilleure vie. Oui, autant pour moi, une meilleure vie. Voilà. Pour bénéficier également d'une affection que moi, je pense que je ne suis pas à mesure de donner. Ok. Voilà. Alors, merci M. Brou. M. Issa connaît. J'ai eu dire que la femme célibataire ne peut pas adopter. Non. Les concubins ne peuvent pas adopter. Non. La loi est claire. Une personne seule peut adopter en Côte d'Ivoire. Ouais, je n'ai pas la loi, sinon je crois que je ne l'aurais pas payé. Une personne seule peut adopter. Je peux venir déposer mon dossier seul. Oui, mais là en ce moment, vous venez de déposer. Ce sont les dispositions de la loi. Maintenant, il y a l'évaluation qui va être faite. Vous venez de déposer votre dossier. C'est comme vous quand vous allez demander un visa pour aller en France ou aux États-Unis. On va accepter vos dossiers. Après, on étudie vos dossiers. On analyse vos dossiers pour voir si vous avez droit au visa ou pas. Voilà. Donc, la loi le permet. Bon, moi, je pense que là, comme il a parlé d'évaluation, l'évaluation ne peut pas être seulement positive dans une famille où les deux personnes, je dirais des personnes sont mariées. Une personne qui est seule, qui a le désir, qui a la volonté et qui a la capacité d'adopter un enfant, pourquoi ne pas permettre à ce que cette personne-là puisse jouir de ses besoins-là? Oui, mais il y en a qui viennent déposer. Maintenant, comme j'ai dit, c'est l'évaluation. Parce que même si vous êtes en couple, et que cette personne, il y a des personnes qui viennent seules pour déposer les dossiers d'adoption. Il y a des dames qui sont divorcées, qu'on arrive, qui viennent déposer seules pour être apparentées. D'accord. Il y en a. Oui, mais si déjà que les voyants ne sont pas offerts de notre côté, pourquoi voulez-vous absolument que ce dossier puisse prospérer alors qu'il y a déjà beaucoup de... C'est quand même leur droit, non? C'est un droit. Je me sens capable, j'ai les capacités pour pouvoir éduquer, donner de l'amour. Même s'il y a des facteurs bloquants, je me sens capable d'aller, j'y vais. Moi, je peux me sentir, je me sens capable. Je viens à l'autorité centrale. On me dit, ok,
au regard de la loi, vous avez l'âge requis, donc juridiquement, c'est possible. Voici la liste des dossiers à fournir. Vous allez fournir vos dossiers. Maintenant, au cours de l'évaluation, parce que c'est ça qui est important, c'est l'évaluation maintenant qui va démontrer, est-ce que vous, qui dites que vous vous sentez capable, les experts d'un point de vue psychologique, les experts d'un point de vue psychosocial, peuvent attester que vous êtes, parce qu'eux ont quand même, c'est des experts, ils savent quel genre un psychologue, il peut vous poser une question tout à l'heure et savoir si vous avez des aptitudes à pouvoir accompagner ou soutenir un enfant. Ce débat est vraiment passionnant, mais malheureusement le temps qui m'est imparti est arrivé. Je voulais juste vous poser une dernière question. Je veux dire qu'entre ces familles qui aspirent à adopter et qui estiment qu'il y a des lourdeurs administratives dans la procédure, entre vous, qui estimez qu'il est important de remplir toutes les conditions parce qu'il s'agit d'une protection de l'enfance. Et sur ce point-là, vous ne badinez pas du tout. Il faut remplir les conditions parce que, en réalité, c'est un enfant qu'il faut protéger. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver le juste milieu en y impliquant donc des réformes nécessaires pour améliorer le processus? Oui, mais M. John Jay, je pense que si vous avez vu qu'il a parlé de la loi de 1964, depuis 1964, la question de l'adoption existait dans la normative juridique au niveau national. Et après, on va avoir celle de 70. La loi est 70 sur la minorité. Vous voyez, on évolue progressivement. Après, on va voir celle de 84. Et après, on va voir celle de 2019. Au fur et à mesure que la société ivoirienne évolue, l'État de Côte d'Ivoire adapte son arsenal juridique aux situations que nous connaissons. Quand je dis aujourd'hui que quand on a ratifié la convention de la haie 93 sur, n'est-ce pas, la protection des enfants et la coopération internationale en matière d'adoption. J'insiste là-dessus parce que la première rhétorique qui vient, c'est la protection des enfants et la coopération internationale. Il y a eu des scandales ici, dans certains pays que je ne citerai pas, par rapport à des questions d'adoption bien des bébés, où ça s'apparentait à du trafic d'êtres humains. Donc voyez-vous, ce que les populations, les communautés ou bien les usagers considèrent comme lourdeur administrative, nous disons que c'est du professionnalisme. Parce qu'on ne peut pas faire fi des évaluations en bonne et due forme des personnes désireuses d'adopter et puis dire, bon écoute, il faut aller rapidement le faire. Quand on n'est pas vraiment convaincu des éléments que la personne qui désire adopter nous apporte, il est de notre devoir de mener un certain nombre d'investigations qui vont donc nous rassurer dans la décision que nous pourrons prendre. Ok. Donc, les réformes, comme je l'ai dit, depuis 1964 jusqu'en 2019, il y a eu vraiment beaucoup de réformes. Mais au fur et à mesure que la société va évoluer, voilà. Votre mot de fin, M. Bouguer. D'accord, mon mot de fin, c'est déjà dire que cette procédure peut déjà entraîner des conséquences. C'est-à-dire pour la personne qui a l'envie d'adopter, qui se rend compte que pour exprimer mon envie, mon besoin, il me faut assez de temps. Ce temps mis là peut créer ce déséquilibre émotionnel. Voilà, donc je souhaiterais que ces personnes, ces autorités en charge de l'adoption, voilà, je le dirais, puissent dépêcher un peu les pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un arsenal qui peut traiter ce processus-là en un temps record. Il y a des psychologues, des sociologues, il y a des assistants sociaux, toutes ces personnes qu'on peut déployer au domicile et prendre l'enfant. Il faut également tenir compte de l'âge de l'enfant et également de la disponibilité émotionnelle de l'enfant. Il ne s'agit pas d'envoyer un enfant dans une famille parce qu'il faut envoyer l'enfant dans une famille. Mais est-ce que l'enfant qui va dans la famille est prêt à aller dans cette famille? Je veux l'adopter, oui, mais est-ce que l'enfant a besoin qu'on l'adopte? Voilà. Donc il faut tenir compte de toutes ces, je dis tous ces contours-là, voilà, tous ces contours. Voilà. Mesdames et messieurs, merci. Le sujet était important et il méritait qu'on en discute un temps soit peu. Nous avons donc ouvert le débat. C'est à vous de le poursuivre chez vous parce qu'il s'agit de la protection de l'enfant. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet. Et je ne cesse de vous le dire, l'AFTV, via donc son magazine Il y a problème, est là juste pour vous soumettre et mettre à votre appréciation donc ces sujets de société. Les gens n'en peuvent plus des problèmes, mais il faut en parler. Et échanger là-dessus, on trouve quelques pistes de solutions, bien que nous n'ayons pas la prétention de tout régler.
Mais c'est notre devoir d'être là et de constituer donc cette grille de programme qui fait de nos télévisions la télévision sans filtre. À dimanche prochain pour un autre problème. Bonsoir.